Le ciel gris de Normandie semblait refléter l'état d'esprit d'Henri Dubois en descendant du train à la gare de sa ville natale. Avec la béquille solidement attachée sous son bras droit et un sac à dos usé accroché sur son épaule gauche, il regarda autour de lui, cherchant sur les visages familiers un signe de reconnaissance. Cependant, ses yeux ne trouvèrent que des regards furtifs et des détours prudents. Marchant avec difficulté, Henri arriva à la maison qui avait été autrefois son refuge de joie et d'espérance. La maison semblait plus petite, plus usée par le temps que dans ses souvenirs. En ouvrant la porte, l'odeur d'abandon l'envahit, la poussière dansait dans les rayons de lumière qui traversaient les rideaux délavés. Marie était là, debout, regardant le vide de la pièce qui résonnait encore des rires du passé. Elle se tourna lentement en entendant les pas inconfondibles d'Henri. Son visage, autrefois éclairé par le sourire qu'Henri aimait tant, était maintenant marqué par l'incertitude et la peur. « Henri !» Sa voix faiblit en essayant de dissimuler la surprise et la compassion. « Comment vas-tu ? Comment tu te sens ? » « Je suis chez moi, enfin, répondit Henri, essayant d'insuffler un peu de légèreté dans sa voix malgré le poids dans son cœur. Il s'approcha pour la prendre dans ses bras, mais Marie recula inconsciemment. « Henri, nous devons parler, » dit Marie, détournant le regard. « Je ne sais pas si je peux. »« Et tu ne peux pas quoi, Marie ?» demanda Henri, son espoir vacillant dans ses yeux. « Tu ne peux pas rester avec un homme qui n'est pas entier ?» Marie se mordit la lèvre, luttant contre les larmes. « Je pensais que je pourrais, mais c'est tellement différent de ce que j'imaginais. Je ne suis pas prête pour ça. Je suis désolée. » La confession de Marie fut un coup que Henri n'était pas prêt à affronter. La réalité de sa nouvelle vie, déjà dure en soi, devenait maintenant un désert de solitude et de rejet. « Je comprends, » dit doucement Henri, l'amertume engloutissant sa douleur. « Et tu as besoin de plus que ce que je peux offrir pour le moment. » Avec ces mots, Marie quitta la pièce, ses pas rapides et décidés résonnant comme un adieu définitif. Henri s'assit, laissant sa béquille de côté, et regarda par la fenêtre le monde qui continuait à avancer indifférent à son effondrement. En ce moment de silence et de solitude, Henri savait que la bataille pour reconstruire sa vie serait la plus difficile qu'il ait jamais eu à affronter. Non seulement physiquement, mais aussi en reconquérant sa place dans un monde qui semblait l'avoir laissé derrière lui. Le chemin à parcourir serait ardu et solitaire, mais c'était un chemin qu'il devrait emprunter, pas à pas. Les jours s'écoulaient pour Henri Dubois, chacun plus difficile que le précédent. La Normandie, avec ses plages et ses champs autrefois symboles de liberté et de beauté, ne semblait maintenant plus que des souvenirs lointains d'un temps meilleur. Henri luttait quotidiennement non seulement avec la barrière physique de sa nouvelle réalité, mais aussi avec les cicatrices invisibles laissées par la guerre et l'abandon. La réintégration à la société s'avérait plus difficile que prévu. Les gens autour de lui, bien qu'éduqués, maintenaient une distance prudente, comme si son handicap était un mur invisible les empêchant de s'approcher. Les regards de compassion étaient presque aussi douloureux que ceux d'indifférence. Au travail, les opportunités étaient rares. Henri trouva un emploi temporaire dans un atelier électronique, où ses compétences étaient utiles, mais pas suffisantes pour dissiper la stigmatisation de sa condition. Le stress et la solitude alimentaient sa lutte intérieure, et son esprit revenait souvent au chaos du champ de bataille, aux cris de ses compagnons, au son assourdissant des tirs. Dans une nuit particulièrement difficile, le poids des événements traumatiques était trop lourd à supporter. Henri, désespéré de trouver un soulagement, se tourna vers l'alcool, un réconfort éphémère promettant l'oubli. Dans un bar local, il buvait jusqu'à ce que les souvenirs deviennent des flous indistincts et les visages autour de lui, de simples ombres. L'incident qui suivit fut un tourbillon de voix élevées et un chaos de mouvements. Dans son ivresse, Henri se disputa avec un inconnu, et la discussion animée dégénéra rapidement en une altercation physique. Incapable de se défendre adéquatement, Henri se retrouva au sol froid du bar, humilié et blessé. La police intervint et Henri fut emmené sous les regards curieux et jugateurs des autres clients. Cette nuit-là, il perdit plus que sa dignité, il perdit son chez-soi. Le propriétaire de l'appartement où Henri vivait, fatigué des problèmes et des retards de paiement, profita de l'incident pour l'expulser. Henri se retrouva alors totalement désolé et isolé, sans domicile et sans espoir. Dans une nuit froide, sans personne vers qui se tourner et aucun endroit où aller, Henri se réfugia sur un banc de parc, enveloppé dans son vieux manteau, luttant contre les larmes de frustration et de désespoir. Le lever du jour apporta avec lui la dure réalité de sa situation. Henri était seul, sans toit, combattant des démons internes et externes. À la lumière froide du jour,
il comprit qu'il devait prendre une décision. Il pouvait se laisser sombrer encore plus bas ou tenter de remonter du gouffre où il se trouvait. C'était un moment décisif, et Henri savait que le chemin à parcourir serait le plus difficile qu'il ait jamais emprunté. Assis sur le banc du parc, enveloppé dans la rudesse d'une froide matinée, Henri Dubois contemplait la brume qui recouvrait les pelouses humides. Il était au plus bas, mais une étincelle de résistance brûlait encore en lui. Ce n'était pas la première fois qu'il affrontait des épreuves. La guerre lui avait montré des horreurs bien pires. Avec cette détermination renouvelée, Henri prit une décision ferme et vitale, il arrêterait de boire. Cette résolution ne venait pas d'un espoir, mais d'une pure nécessité de survie. Dans les jours qui suivirent, Henri entreprit de reconstruire sa vie pas à pas. La solitude du parc lui fit réaliser qu'il avait besoin d'un but, quelque chose qui pourrait lui apporter un sens de normalité et d'utilité. Il se souvint de ses compétences en électronique, un talent qu'il avait développé pendant sa rééducation comme moyen de garder son esprit occupé loin des champs de bataille. Avec les maigres économies qu'il avait rassemblées, Henri acheta quelques outils de base et commença à offrir des services de réparation d'électronique. Sa première boutique fut le banc du parc lui-même, où il réparait de petits appareils pour les passants et les voisins qui avaient entendu parler de son travail. La nouvelle d'un vétéran de guerre réparant des appareils électroniques à des prix abordables se répandit rapidement dans la communauté locale. Un jour, alors qu'il travaillait sur une vieille radio, Henri fut abordé par Sophie Leroux, une femme avec un fer à repasser cassé. Elle avait entendu parler de ses compétences, et bien qu'hésitante, décida de lui donner une chance. « Et tu penses que tu peux le réparer ?» lui demanda Sophie, un peu sceptique mais pleine d'espoir. Henri examina le fer à repasser avec précaution. « Je vais faire de mon mieux », répond-il, avec une confiance qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Quelques heures plus tard, Henri remet le fer réparé à Sophie, qui est impressionnée par la qualité du travail. « Et tu as sauvé ma journée, Henri. »« J'en avais vraiment besoin pour le travail, » lui dit Sophie, sa voix emplie de gratitude. Ce petit succès insuffle un nouvel élan à Henri, et de plus en plus de clients viennent à lui. Chaque appareil réparé ne lui rapporte pas seulement un petit bénéfice, mais restaure également un peu de sa dignité et de son estime de soi. Henri sent qu'il reconstruit sa vie, pièce par pièce, de la même manière qu'il assemble les circuits et les fils des appareils qu'il répare. Réparer des appareils électroniques est devenu plus qu'un moyen de survie. C'est devenu une thérapie, une façon pour Henri de renouer avec la société, et plus important encore, avec lui-même. À chaque appareil qu'il ramène à la vie, il sent sa propre vie se ranimer, porté par la satisfaction de pouvoir contribuer à nouveau, d'être utile, d'être plus que ses cicatrices et son histoire. La rencontre avec Sophie Leroux dans le parc, pendant qu'Henri Dubois réparait un fer à repasser, marque le début d'une nouvelle phase de sa vie. Le succès de la réparation lui apporte non seulement une cliente satisfaite, mais ouvre également la porte à une connexion humaine dont il a désespérément besoin. Sophie, impressionnée par les compétences d'Henri, commence à lui rendre visite plus souvent, apportant des petits appareils cassés d'amis et de connaissances. Chaque visite est une opportunité pour des conversations qui vont au-delà de l'électronique. Henri trouve en Sophie une auditrice attentive et une compagne bienveillante, quelqu'un qui voit au-delà de son handicap et comprend la profondeur de sa résilience. « Comment as-tu appris à réparer ces choses si bien ?» lui demande un jour Sophie, observant Henri remplacer méticuleusement le câblage d'un vieux mixeur. « Pendant la rééducation, » lui explique Henri, sans lever les yeux de son travail. « Et c'était ça où laisser mon esprit errer dans des endroits que je préférais éviter. » Sophie acquiesce, comprenant que chacun porte ses propres luttes intérieures. « Nous avons tous nos refuges, » y dit-elle, son ton doux mais portant des sous-entendus sur ses propres combats. Au fil des saisons, le banc du parc laisse place à un petit espace que Henri loue avec l'argent qu'il commence à économiser. C'est un lieu modeste, mais suffisant pour abriter ses outils et ses projets. Sophie l'aide à décorer l'endroit, apportant des plantes et des rideaux qui transforment l'espace froid et impersonnel en un environnement chaleureux. C'est dans ce nouvel environnement que leur relation s'épanouit. Entre les réparations et les cafés, ils partagent des histoires de vie, des rêves brisés et des espoirs renouvelés. Henri, qui s'était refermé sur lui-même après son retour de la guerre, trouve en Sophie une raison d'ouvrir à nouveau son cœur. Un après-midi pluvieux, tandis que la pluie tambourine sur le toit de l'atelier, Sophie apporte 2 tasses de café chaud. Ils s'assoient ensemble, regardant la pluie à travers la fenêtre embuée. « Tu m'as redonné foi, Henri », lui avoua-t-il en tenant sa tasse de ses mains encore marquée par de petites coupures et éraflures de son travail. « En les gens.
En les possibles. En moi. Sophie sourit, touchée par la sincérité d'Henri. Et tu m'as montré que le courage prend différentes formes, répondit-elle, sa main trouvant la sienne sur la table. Tu es l'un des hommes les plus courageux que je connaisse, Henri Dubois. À ce moment-là, sous la pluie comme témoin, ils scellèrent un engagement non seulement l'un envers l'autre, mais envers le voyage qu'ils avaient décidé d'entreprendre ensemble. Henri et Sophie trouvèrent plus qu'un réconfort mutuel dans leurs défis partagés. Ils trouvèrent un amour qui, bien qu'inattendu, s'avéra le plus fort et le plus vrai de tous. Un matin typique à l'atelier, tandis qu'Henri et Sophie rangeaient les outils et se préparaient pour une autre journée de travail, un petit tumulte dans la rue attira leur attention. À travers la fenêtre, ils virent un garçon poursuivi par un commerçant furieux. Le garçon, les yeux grands ouverts et le souffle court, tenait un pain volé alors qu'il courait désespérément. Sans réfléchir à deux fois, Henri s'appuya sur sa béquille et sortit de l'atelier. Traversant la rue avec difficulté mais détermination, il se mit sur le chemin du garçon, interrompant sa fuite désespérée. « Calme-toi, mon gars. Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Henri, tenant le garçon par l'épaule avec douceur mais fermeté. Le commerçant les rejoignit, essoufflé et irrité. « Il a volé mon pain. Ce petit voleur. » Henri regarda le garçon, dont les yeux bruns étaient remplis de peur et de honte. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il au garçon, sa voix douce tentant d'apaiser la situation. « J'avais faim, murmura le garçon, baissant la tête. Henri se tourna vers le commerçant, sortant quelques pièces de sa poche. « Combien pour le pain ?» demanda-t-il en tendant l'argent. Le commerçant prit les pièces, grognant toujours, mais son ton de voix s'adoucit un peu en regardant Henri. « D'accord. Mais que ça ne se reproduise plus, dit-il avant de retourner dans sa boutique. » Quand le commerçant s'éloigna, Henri s'agenouilla pour être à la hauteur du garçon. « Comment tu t'appelles ?»« Lucas, répondit le garçon, encore un peu tremblant. « Lucas, où sont tes parents ?» demanda Henri, son inquiétude grandissant. « Je n'en ai pas. »« Je suis à l'orphelinat, révéla Lucas, et quelque chose dans sa manière de le dire toucha profondément Henri. Henri ramena Lucas à l'atelier, où Sophie l'attendait avec une expression préoccupée. Expliquant rapidement la situation, elle prépara immédiatement quelque chose pour que le garçon mange, pendant qu'Henri observait le garçon dévorer le sandwich comme s'il était son premier en des jours. « Nous ne pouvons pas le laisser retourner à l'orphelinat, chuchota Sophie à Henri, pendant qu'ils observaient Lucas manger. « Regarde-le, Henri. Il a besoin d'une famille, d'un foyer. » Henri acquiesça, ressentant un fort désir de protéger et de prendre soin du garçon. « Faisons-le, dit-il, sa décision reflétant la détermination qu'il avait autrefois conduit sur des champs de bataille bien différents. « Offrons-lui la famille qu'il mérite. » Dans les jours qui suivirent, Henri et Sophie entamèrent le processus d'adoption. Bien que bureaucratique et difficile, l'amour et l'espoir qu'ils voyaient dans les yeux de Lucas à chaque fois qu'il souriait, rendaient chaque obstacle minuscule. Lucas apporta une nouvelle énergie et une joie à leur vie, remplissant l'atelier et leur maison de rire et de jeux d'enfants, quelque chose qu'Henri et Sophie ne savaient pas qu'ils avaient manqué jusqu'alors. Ainsi, Lucas est devenu un nouveau membre de la famille, promettant non seulement un avenir meilleur pour le garçon, mais apportant aussi un renouveau et du bonheur dans la vie de Henri et Sophie. Ensemble, ils ont commencé à tracer un nouveau chapitre de leur vie, rempli d'amour et de nouvelles possibilités. Les années ont passé comme des feuilles au vent, et avec elles, Lucas a évolué sous les soins aimants de Henri et Sophie. D'un garçon timide et incertain, il est devenu un adolescent vif et curieux, dont les yeux brillaient de la promesse d'un avenir rempli de possibilités. Henri a appris à Lucas à manier les outils et à réparer des appareils, tandis que Sophie partageait avec lui son amour de la lecture et de la cuisine. Ensemble, ils ont construit une famille basée sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Cependant, alors que Lucas prenait conscience du monde qui l'entourait, il commençait aussi à réaliser les difficultés auxquelles sa famille atypique était confrontée. À l'école, les différences entre lui et ses camarades de classe devenaient plus évidentes. Malgré ses compétences et son intelligence, Lucas se retrouvait souvent la cible de commentaires méchants et de moqueries cruelles liées au handicap de Henri. « Et fais attention, voilà le fils du robot », se moquaient certains camarades, riant en imitant la façon de marcher de Henri. Lucas, le cœur serré, essayait d'ignorer les insultes, mais chaque mot était comme une épine qui s'enfonçait plus profondément.
Un après-midi, après une autre journée difficile à l'école, Lucas rentra chez lui en essayant de cacher les larmes qui ne cessaient de couler. Sophie, voyant l'état du garçon, demanda avec inquiétude « Lucas, qu'est-ce qui s'est passé ?» Lucas, hésitant, finit par se confier, racontant le harcèlement et comment il se sentait impuissant et honteux. Henri, qui avait écouté la conversation, ressentit un mélange de tristesse et de colère. Il s'approcha de Lucas, posant une main réconfortante sur son épaule. « Lucas, les paroles de ces garçons reflètent leur ignorance, pas ta réalité. Tu es plus fort qu'eux, plus courageux. Et tu ne dois jamais avoir honte de qui tu es ou d'où tu viens, » conseilla Henri, sa voix ferme transmettant non seulement de l'amour, mais aussi une immense fierté. Sophie se joignit à eux, enlaçant Lucas affectueusement. « Et nous sommes ta famille, Lucas. Nous sommes ensemble dans ça, et nous allons le surmonter ensemble, » y dit-elle, renforçant l'union entre eux. Inspiré par la force et le soutien de ses parents, Lucas commença à développer des mécanismes pour faire face au harcèlement. Il se concentra sur ses études et ses compétences pratiques, trouvant refuge dans l'atelier de Henri, où chaque appareil réparé lui procurait un sentiment d'accomplissement et d'estime de soi. Avec le temps, Lucas apprit à se défendre avec des mots et une attitude, confrontant les harceleurs avec une nouvelle confiance. Il devint également un défenseur d'autres élèves confrontés à des situations similaires, gagnant le respect de nombreux camarades. Alors que Lucas surmontait ses défis, Henri et Sophie observaient avec fierté le jeune homme qu'il était en train de devenir. Malgré les adversités, ou peut-être à cause d'elles, Lucas se façonnait en une personne compatissante, résiliente et déterminée, prête à affronter le monde la tête haute, sachant que sa véritable force venait de l'amour et du soutien inconditionnel de sa famille. À mesure que les années passaient, la vie de Henri, Sophie et Lucas était soumise à de nouveaux et difficiles tests. La santé de Sophie, qui avait toujours été le pilier émotionnel de la famille, commençait à décliner. Une maladie persistante diminuait son énergie et la confinait souvent au lit, jetant des ombres d'inquiétude sur la maison qui autrefois était pleine de rire et d'activités constantes. Avec Sophie souvent malade et incapable de travailler, la situation financière de la famille se détériorait rapidement. Henri travaillait des heures supplémentaires à l'atelier, réparant tout ce qu'on lui apportait, dans l'espoir de couvrir les dépenses médicales croissantes et de maintenir le fonctionnement de la maison. Cependant, l'instabilité des emplois et l'augmentation du coût de la vie rendaient chaque mois une nouvelle bataille contre les difficultés économiques. Au milieu de cette tourmente, Lucas approchait de la fin de ses études secondaires, un moment significatif qui promettait d'être une étape importante dans son parcours. Le bal de fin d'année, un événement tant attendu par ses camarades, semblait être un rêve lointain pour lui, compte tenu des difficultés financières de sa famille. Lucas, conscient des sacrifices que ses parents faisaient déjà, décida qu'il ne demanderait pas d'argent pour le costume de bal. Il essaya de se résigner à l'idée de ne pas y participer, mais Henri remarqua l'ombre de déception dans les yeux de son fils. Déterminé à ne pas permettre aux circonstances de lui voler ce moment, Henri prit une décision. Un après-midi, il s'assit avec Lucas et, avec une détermination calme, dit « Tu vas au bal, et tu vas y aller avec style. Nous n'allons pas laisser tout ça te priver de cela, tu comprends ?» Lucas regarda Henri, ses doutes se reflétant dans ses yeux. « Et papa, nous ne pouvons pas. » Henri l'interrompit d'un geste. « Et c'est déjà décidé. Fais-moi confiance. » Avec un plan en tête, Henri visita plusieurs friperies et magasins d'occasion à la recherche d'un costume approprié. Il utilisa ses compétences en négociation, acquises au fil des ans dans le commerce de l'électronique, pour obtenir un accord sur un élégant costume qui était presque neuf. Le soir du bal, Lucas enfila le costume que Henri avait trouvé. L'ajustement était parfait, comme s'il avait été fait sur mesure pour lui. Sophie, même faible, aida à coiffer les cheveux de Lucas et lui donna un baiser sur la joue, ses yeux brillants de fierté et d'émotion. « Et tu es incroyable, mon chéri », eut dit Sophie avec un sourire, les larmes de joie et de tristesse se mêlant en contemplant son fils prêt pour l'une des nuits les plus importantes de sa vie. Henri et Sophie accompagnèrent Lucas jusqu'à la porte, où il hésita, regardant en arrière vers ses parents. « Merci », lui dit-il simplement, sa voix chargée de gratitude et d'amour. « Amuse-toi bien, Lucas », répondit Henri, avec un geste encourageant. « Et tu le mérites. » En voyant Lucas partir, Henri et Sophie se serrèrent dans les bras, partageant un moment de célébration silencieuse pour avoir surmonté les difficultés, une preuve que, malgré toutes les épreuves, ils pouvaient encore offrir à leur fils des moments de joie et de fierté.
La nuit du bal de fin d'année de Lucas devint non seulement une célébration de sa croissance et de ses réalisations, mais aussi un symbole de la résilience et de l'amour inconditionnel de sa famille. Après la nuit du bal, la vie de Lucas, Henri et Sophie semblait être revenus à leur lutte quotidienne contre les adversités. Alors que Sophie continuait à faire face à des défis de santé et qu'Henri se démenait pour maintenir la stabilité financière de la famille, une lettre inattendue arriva, destinée à Lucas. L'expéditeur était inconnu, Elisabeth et Georges Martin. Curieux et un peu prudent, Lucas ouvrit la lettre en présence de Henri et Sophie. Les trois ont lu ensemble les mots qui apporteraient un changement inattendu dans leur vie. Les Martins se sont présentés comme les grands-parents paternels de Lucas et ont exprimé le désir ardent de le rencontrer. Ils ont révélé qu'ils avaient passé des années à le rechercher après avoir découvert, par le biais d'une amie de la famille, que leur fils avait un enfant qui avait été placé dans un orphelinat après la mort tragique de la mère lors de l'accouchement. Au début, Lucas a ressenti une vague d'émotions conflictuelles, surprise, confusion et une prudence instinctive. Henri et Sophie, également surpris, ont soutenu Lucas, garantissant que toute décision concernant la rencontre avec ses grands-parents biologiques serait prise avec soin et ensemble en famille. Après beaucoup de discussions et de réflexions, ils ont accepté de rencontrer les Martins. Le rendez-vous a été fixé dans un petit café, un environnement neutre. Lucas, accompagné de Henri et Sophie, sentait son cœur battre plus vite à mesure qu'il approchait du lieu. Elisabeth et Georges attendaient, visiblement nerveux. Lorsque Lucas et sa famille sont arrivés, l'accueil était chargé d'émotions. Elisabeth, les larmes aux yeux, s'est approchée en premier, tendant les mains vers Lucas avec une douceur qui l'a surpris. Georges, plus retenu, a exprimé son soulagement et sa joie d'avoir enfin trouvé son petit-fils. Pendant la conversation, Elisabeth et Georges ont expliqué comment ils avaient perdu contact avec leur fils après son départ à l'étranger, et comment la nouvelle tardive de leur petit-fils les avait dévastés tout en leur donnant un nouvel espoir. Ils ont parlé de la douleur de ne pas avoir connu la mère de Lucas et comment leur fils, le père de Lucas, était décédé dans un accident tragique sans savoir l'existence de son fils. La rencontre a révélé de nombreuses vérités autrefois cachées et a apporté une nouvelle compréhension à la vie de Lucas. Les Martins ont non seulement offert un soutien financier pour aider avec les dépenses médicales de Sophie et les futures études de Lucas, mais aussi un soutien émotionnel qui a reconfiguré le sens de la famille et de l'appartenance de Lucas. Lucas, Henri et Sophie sont sortis de la rencontre émotionnellement épuisés, mais reconnaissants. Ils ont accepté l'offre d'aide des Martins, lançant un nouveau chapitre dans leur vie, enrichi par la chaleur d'une famille élargie que Lucas ne savait jamais avoir. Ce soutien inattendu est venu à un moment crucial, fournissant non seulement un soulagement financier, mais aussi apportant de nouveaux liens d'amour et de soutien qui renforceraient Lucas dans les défis futurs. Le soutien d'Elisabeth et Georges Martin a non seulement apporté un soulagement financier et émotionnel à Lucas et sa famille, mais a également ouvert des portes à des opportunités qui semblaient autrefois lointaines. Avec l'aide de ses grands-parents, Lucas a postulé et a été accepté dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays, un exploit qui a rempli Henri et Sophie d'une fierté incommensurable. La préparation à l'université a été une période d'émotions mêlées pour tous. Alors qu'ils préparaient les bagages de Lucas, discutant des détails pratiques de son déménagement, chaque article emballé transportait une charge de souvenirs et d'attentes. Henri, toujours pratique, se concentrait sur le fait de s'assurer que Lucas avait tout ce dont il avait besoin, tandis que Sophie, plus émotive, se perdait parfois dans des réflexions sur la rapidité avec laquelle le temps avait passé. « Et tu vas faire des choses incroyables, Lucas », Sophie dit avec des larmes aux yeux tout en pliant quelques t-shirts. « Ne nous oublie pas ici. » Lucas sourit, la prenant dans ses bras. « Jamais, maman. Vous êtes avec moi, toujours. » Les adieux furent difficiles. Le jour du départ de Lucas, Henri et Sophie l'accompagnèrent jusqu'à la gare, l'endroit grouillant d'autres jeunes et de leurs familles, tous enveloppés d'un air d'attente et de séparation. L'embrassade d'adieu de Henri fut ferme et prolongée, pleine de mots d'amour et d'encouragement non exprimés. « Nous sommes toujours là, quoi qu'il arrive », dit Henri, tapotant doucement le dos de Lucas. Arrivé à l'université fut un choc de réalité pour Lucas. Il se retrouva entouré d'étudiants venant de tous les coins du pays, chacun apportant ses propres histoires et ambitions. Le campus était vaste et imposant, une ville en soi, remplie de bâtiments anciens se mêlant à des structures modernes, des bibliothèques, des laboratoires et des espaces communs qui promettaient d'être le théâtre de ses prochaines années de croissance. Lucas s'adapta rapidement à la vie universitaire, bien qu'il n'oubliât jamais les leçons d'humilité et de persévérance apprises avec Henri et Sophie.
Il se plongea dans ses études avec la même dévotion qu'il avait observée chez ses parents dans tous les aspects de la vie. À chaque appel téléphonique hebdomadaire à la maison, il partageait ses expériences et ses apprentissages, maintenant un lien familial fort malgré la distance physique. Pendant ce temps, Henri et Sophie faisaient face au syndrome du nid vide, une réalité nouvelle et stimulante. Bien qu'ils fussent fiers, ils ressentaient profondément l'absence de Lucas. Pour Henri, le travail à l'atelier était devenu une distraction encore plus nécessaire, tandis que Sophie s'investissait dans des projets communautaires, canalisant son instinct maternel de manière nouvelle et significative. Ce chapitre de leur vie, bien qu'il fût marqué par des ajustements et la nostalgie, fut aussi une période de croissance et de fierté. Lucas ne suivait pas seulement ses rêves, mais réalisait aussi les rêves qu'Henri et Sophie avaient toujours eus pour lui. Il se consolait avec la certitude que les valeurs et l'amour qu'il lui avait inculqués guideraient Lucas à travers tous les défis et succès à venir. Lucas, maintenant diplômé, avait dépassé les attentes non seulement académiques, mais aussi personnelles et professionnelles. Avec les connaissances acquises à l'université et la passion pour l'innovation qu'il avait développée pendant ses études, Lucas avait fondé une start-up technologique qui avait rapidement gagné en reconnaissance sur le marché pour ses solutions novatrices. Le succès ne tarda pas à arriver, et avec lui, une nouvelle vie pleine de responsabilités et de récompenses. Alors qu'il naviguait dans les eaux souvent tumultueuses de l'entrepreneuriat, Lucas reçut une invitation qui le fit réfléchir, une réunion d'anciens élèves de son ancienne école secondaire. La notification lui apporta un flot de souvenirs, certains chaleureux et d'autres marqués par les défis du harcèlement qu'il avait subi en raison de la condition de son père. Les camarades qui se moquaient de lui comme le fils pauvre du réparateur le voyaient probablement encore de cette manière, pensa-t-il. Avec un mélange de réticence et de curiosité, Lucas décida d'accepter l'invitation. C'était une opportunité de clore un chapitre de sa vie qui, bien que douloureux, l'avait aidé à façonner l'homme qu'il était devenu. En se préparant pour l'événement, il choisit un costume élégant, reflétant non seulement son succès, mais aussi la nouvelle confiance qu'il possédait. Arrivé sur le lieu de la réunion, un restaurant raffiné choisi par le comité d'organisation, Lucas sentit une pointe de nervosité en voyant les visages familiers, beaucoup n'ayant pas beaucoup changé. Les conversations diminuèrent lorsqu'il entra, et des regards de surprise et d'incrédulité furent jetés dans sa direction. Lucas, gardant son sang-froid, salua d'anciens camarades avec un sourire calme et une posture assurée qui laissait peu de place pour l'ancienne pitié ou raillerie. Pendant le dîner, beaucoup vinrent à lui, curieux de son parcours et impressionnés par les récits de ses réussites. Lucas partagea ses expériences avec humilité, mettant en avant l'importance de la résilience et de l'innovation. Cependant, il n'oublia pas non plus de mentionner le soutien inconditionnel de ses parents et grands-parents, dont la croyance en lui était la base de son succès. À mesure que la soirée avançait, Lucas réalisa que, bien qu'il puisse être venu pour montrer aux autres comment il avait changé, la vraie transformation était en lui. Il ne ressentait plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre qu'à lui-même. Le respect et la reconnaissance qu'il recherchait dans sa jeunesse n'étaient plus nécessaires, il connaissait sa valeur. L'événement s'acheva par des applaudissements chaleureux après un bref discours de Lucas, qui, remerciant tout le monde, souligna comment chaque expérience dans son école avait contribué à sa croissance personnelle et professionnelle. En quittant le restaurant, Lucas ressentit un sentiment d'achèvement et de gratitude. Il avait retrouvé son passé, non pas pour revisiter les douleurs, mais pour reconnaître comment chaque pierre sur son chemin avait été cruciale pour construire la route de son succès actuel. Après l'impact initial de son entrée triomphale à la réunion des anciens élèves, Lucas réalisa qu'il avait une opportunité unique de transformer complètement le récit de son passé. Résolu à faire plus que simplement participer passivement à l'événement, Lucas prit l'initiative de transformer la simple réunion en une démonstration de son parcours et de ses réalisations. Avant l'événement, Lucas avait discrètement contacté le comité d'organisation pour planifier une amélioration du dîner prévu. Avec leur collaboration, il organisa que le menu soit remplacé par une sélection de plats d'un chef local renommé, garantissant que la qualité du service et le choix des plats reflètent le niveau d'excellence qu'il recherchait dans tous les aspects de sa vie. Lorsque les plats commencèrent à être servis, les murmures de surprise et d'admiration se répandirent parmi les invités. Chaque plat du dîner était accompagné d'une sélection de vins fins, choisis pour compléter parfaitement les plats. Lucas tenait à circuler parmi les tables, expliquant personnellement l'origine et la préparation des plats, partageant des histoires de ses voyages et de ceux qu'il avait appris sur la gastronomie et l'hospitalité dans ses expériences internationales. L'ambiance de l'événement, initialement marquée par une curiosité prudente quant à la présence de Lucas, se transforma rapidement en une célébration vibrante et joyeuse.
Beaucoup d'anciens camarades de Lucas, qui le considéraient autrefois seulement comme le fils pauvre du réparateur, l'écoutaient maintenant avec respect et admiration sincère, réalisant à quel point ils avaient sous-estimé sa capacité à surmonter les obstacles et réussir. Durant le dîner, Lucas saisit un moment d'attention générale pour prononcer un bref discours. Il parla des défis auxquels il avait été confronté, de comment les douloureuses expériences de harcèlement et de dépréciation sociale à l'école avaient été transformées en combustible pour sa détermination et son succès. Chacun de nous affronte des batailles uniques, et nos victoires sont souvent forgées dans les adversités que nous surmontons, commença Lucas, sa voix ferme et claire remplissant la salle. Et aujourd'hui, je partage ce repas avec vous non seulement comme une célébration de succès personnel, mais comme un rappel que le respect et la compréhension mutuelle sont la base de toute communauté prospère. À la fin du discours, Lucas leva son verre dans un toast, non seulement au succès, mais à la résilience et à l'esprit humain de ne jamais abandonner, quelles que soient les origines ou les difficultés rencontrées. Les applaudissements furent unanimes et sincères, beaucoup se sentant inspirés et même émus par les paroles de Lucas. L'événement se termina dans une atmosphère de camaraderie renouvelée, avec beaucoup des anciens camarades de Lucas venant le féliciter, certains allant même jusqu'à s'excuser pour leur comportement passé. Lucas accepta chaque geste avec grâce et maturité, sachant que ce dîner luxueux n'était qu'un symbole de ses réalisations, mais que le véritable succès résidait dans la transformation personnelle et l'impact positif qu'il pouvait avoir sur sa communauté et au-delà. En rentrant chez lui, Lucas réfléchit à la distance qu'il avait parcourue et à quel point il était gratifiant de pouvoir partager son succès d'une manière qui unissait et élevait ceux qui l'entouraient. Le triomphe de cette nuit-là était plus doux non pas pour prouver sa valeur, mais pour démontrer que la vraie victoire est celle qui est partagée. L'ambiance à la réunion des anciens élèves était électrique après l'inspirant discours de Lucas et le somptueux dîner qu'il avait offert. Cependant, pour Lucas, le moment le plus important de la soirée était encore à venir. Cherchant du regard parmi la foule, il repéra Henri et Sophie, qui étaient discrètement arrivés plus tard pour assister au discours de leur fils. Tous deux affichaient des expressions de fierté et d'émotion, profondément touchés par l'hommage que Lucas leur rendait. Lucas retourna sur scène une fois de plus, attirant l'attention des invités pour un dernier discours. Sa voix chargée d'émotion, il commença à parler, cette fois-ci en exprimant sa gratitude envers les deux piliers de sa vie. Ce soir, alors que nous célébrons retrouvailles et nouveaux départs, je tiens à reconnaître deux personnes sans lesquelles rien de tout cela ne serait possible, commença Lucas, sa voix ferme malgré le tremblement émotionnel évident. Henri et Sophie, mes parents, ont été la force motrice derrière tout ce que je suis aujourd'hui. Lucas décrivit comment Henri et Sophie l'avaient accueilli avec un amour inconditionnel, comment ils lui avaient offert un foyer rempli d'affection et de soutien, et comment ils avaient lutté contre les adversités pour lui offrir les meilleures opportunités possibles. Ils m'ont enseigné la résilience, la bonté et la vraie signification de la famille. Chaque défi que j'ai affronté a été surmonté avec la force qu'ils m'ont donnée, et chaque succès que je célèbre est le fruit de leur amour. Les yeux de nombreux invités se remplirent de larmes pendant que Lucas parlait, et des applaudissements spontanés éclatèrent à la fin de son hommage. Profondément émus, Henri et Sophie montèrent sur scène pour étreindre Lucas, dans un moment de pur amour et de fierté partagée qui capturait l'essence de tout ce qu'ils avaient affronté ensemble. Après la réunion, la petite famille décida de se retirer pour une célébration plus intime. Dans un restaurant tranquille, loin de l'agitation de l'événement, ils trinquèrent au voyage qu'ils avaient partagé. Henri, avec son humour typique et léger, plaisanta sur la façon dont Lucas était devenu un orateur meilleur que lui ne le serait jamais, tandis que Sophie partageait ses espoirs et ses rêves pour l'avenir. « Et tu sais, chaque moment difficile que nous avons traversé en valait la peine, » dit Sophie, en tenant les mains de Henri et Lucas sur la table. « Te voir grandir et devenir cet homme incroyable, c'est tout ce que nous aurions pu souhaiter. » Lucas sourit, le cœur rempli de gratitude. « Et je suis qui je suis à cause de vous deux. Tout ce que je fais, chaque décision que je prends, c'est pour vous rendre fiers et pour continuer notre histoire d'amour et de dépassement. » La soirée se termina par des rires, des souvenirs et des projets pour l'avenir. Alors qu'ils rentraient chez eux sous les étoiles, Lucas entre Henri et Sophie, un sentiment de contentement et de plénitude les enveloppait. Ils étaient plus qu'une famille formée par les circonstances, ils étaient la manifestation vivante de l'amour, de la résilience et du bonheur qu'ils avaient construit ensemble, un héritage que Lucas était déterminé à poursuivre et à transmettre.